Allez, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous, Otep et bienvenue au Goûter panafricain, la chaîne panafricaine de la communauté noire. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, ça fait plusieurs fois, ça fait la deuxième fois maintenant qu'il est venu sur notre plateau. Il nous fait l'honneur d'être là, présent. C'est Hamzat Boukari Yabara. Comment tu vas, Hamzat? Oui, je vais bien, merci. Merci. Merci, c'est un plaisir vraiment de te recevoir encore sur notre plateau. On a juste à côté, là, il est en train de regarder son écran, c'est notre Aton national, notre soleil du plateau. Comment tu vas, Aton? Top. Moi, je suis vraiment enchanté de vous avoir. Moi, c'est toujours un plaisir d'avoir Hamzat et de voir Daniel, Hachem Soud, bien sûr, qu'il faut toujours saluer bien bas. Et bien sûr, Thomas, notre lumière du moment. Donc, il n'y a aucun souci. Moi, je vais bien aussi. Super. Et là, on a deux personnes en plus sur le plateau. Daniel qui fait son retour. Comment tu vas, Daniel? Ça va bien, merci. Très bien, merci. Super. Et juste à côté, c'est Hachem Soud. Comment tu vas, Hachem Soud? Écoute, on est tous à organiser, à se mobiliser, comme on disait tout à l'heure avant de commencer. C'est un thème qui est très intéressant. Il peut être clivant par ailleurs, mais on va essayer de dépasser tout ça et d'aplanir les choses. Voilà. Donc, merci encore à Hamza Boukari Yabara d'être avec nous. Merci Thomas. Merci Ato. Super, en tout cas, merci beaucoup. Alors juste, avant qu'on démarre le débat, parce que le débat, il va être clivant, ça va être vraiment un débat particulier. On va parler de crimes et d'injustice, j'ai envie de dire. Mais juste avant, j'ai envie qu'on introduise un peu notre invité, donc Hamzat Boukari Yabara, historien, militant, consultant panafricain, président de l'organisation de la Ligue panafricaine Umoja, auteur de l'ouvrage Africa Unite. Alors ce livre, vraiment, moi je l'ai adoré et je vous conseille de le lire si vous vous intéressez au panafricanisme. Pour moi, c'est la pierre angulaire, c'est le livre de référence que vous devez vous procurer le plus rapidement possible. Il a écrit encore d'autres ouvrages, mais celui-là particulièrement, je vous en conjure vraiment de vous le procurer le plus rapidement possible. Donc Hamzat Boukari, donc militant, activiste, qui est beaucoup porté sur la cause noire, sur le panafricanisme. Alors peut-être Hamzat, si tu voulais juste faire une petite présentation avant qu'on démarre le débat, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, et ensuite on va démarrer. Mais bien sûr, beaucoup de monde te connaissent, mais moi j'aime bien demander aux invités qui se présentent très rapidement. Oui, merci, merci au Goûter panafricain pour cette, je crois, deuxième invitation, effectivement. Donc, je suis Hamzat Boukari Yabara, né au Bénin de mère martiniquaise, historien, auteur de plusieurs ouvrages, président de la Ligue panafricaine Umoja, intervenant, conférencier, consultant, militant politique. Voilà, j'essaie de travailler sur tout ce qui nous concerne de manière générale en tant que peuple, en tant que communauté, en tant que nation, en tant qu'État. Et voilà, j'essaie comme beaucoup d'apporter ma contribution. Super, merci beaucoup. Alors, on va démarrer tout de suite le débat et je vais la poser à tous les panélistes qui sont sur le plateau. Donc, pour bien mettre en place les bonnes bases, les bonnes idées du débat, donc ça va porter sur l'esclavage et tous les crimes qu'a subi la communauté noire, esclavage, colonisation, tous ces crimes contre l'humanité, en fait, et qui n'ont pas été réparés. La communauté noire n'a jamais eu de dédommagement dû à ces crimes. Et on arrive en 2024 et on se pose toujours la question où on en est, en fait. Est-ce que il faut chercher toujours à mettre derrière les tribunaux tous ces coupables de ces crimes, ou doit-on aller vers l'avant et oublier tout ça comme un peu il y en a beaucoup qui sont en train de le dire que c'est du passé, il faut maintenant aller vers l'avant. Donc j'avais envie de vous poser cette première question. Par rapport à tous ces crimes, doit-on aller vers une réparation, c'est-à-dire demander des dommages et intérêts et vraiment faire valoir nos droits, ou doit-on aller plutôt vers une réconciliation, c'est-à-dire oublier un peu tout et d'aller vers l'avant? Je voulais avoir vos avis. On va d'abord laisser Hamzat Boukari faire démarrer, ouvrir ce débat. Et ensuite, vous serez
vous êtes libre d'enchaîner sur ça. Donc, 2024, réparation ou réconciliation? Alors oui, en fait, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs niveaux. Il y a le cas d'Haïti, parce que la question des réparations, elle se pose par rapport à la dette imposée par la France à Haïti, qui est une dette connue, contractée, qui est à l'origine du système néocolonial, qui a été portée par des banques françaises, qui a permis de construire en partie la Tour Eiffel, qui est à l'origine en partie de l'État d'Haïti d'aujourd'hui. Donc voilà, pour Haïti, je pense que ça ne fait absolument pas débat. Voilà, il y a une question de réparation qui se pose. Il y a un deuxième niveau de réparation qui est qu'au moment de l'abolition, la dite abolition de l'esclavage, par exemple en Martinique, en Guadeloupe, etc., on a dédommagé les propriétaires. Les béquets. Donc on les a, voilà, pas que les béquets, c'est un peu plus large que ça. Et donc ça pose une question de justice et d'éthique. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est qu'il y a des entreprises privées qui ont fait fortune sur la traite et l'esclavage. Et donc, quand vous allez aux États-Unis, ben, vous avez des descendants d'esclaves qui arrivent à prouver que leur ancêtre a été esclave de telle ou telle banque ou de telle compagnie, et ils font condamner la banque ou la compagnie à payer des millions de dollars. Donc, ça existe déjà, parfois à titre individuel, mais ça n'existe pas au niveau systémique. Et donc là, la question qui se pose, c'est comment on pose cette question des réparations à un niveau systémique, un niveau plus large. Voilà. Il ne peut pas y avoir de réparation sans réconciliation. Comment ils arrivent à le faire aux États-Unis à titre individuel et comment ça se fait que ça n'arrive pas encore en Europe, cette façon de faire, en fait, ces réparations? Parce qu'aux États-Unis, ils travaillent cette question de manière un peu plus sérieuse et profonde que nous. Ils ne dorment pas, ils ont des juristes, ils ont des cabinets qui font ce travail-là, qui montent les dossiers, qui savent qu'on peut récupérer beaucoup d'argent auprès de ces entreprises-là et que la réputation de ces entreprises, notamment celles qui ont traîné dans la traite et l'esclavage, est plus importante à préserver que de refuser de payer des dédommagements à des descendants d'esclaves qui ont servi à fonder le capital de certaines entreprises. Donc il y a un travail juridique, il y a un travail légal, il y a un droit qui est différent. Aux États-Unis, ça fonctionne par des condamnations à payer des sommes très importantes. Vous avez vu George Floyd, je ne sais pas combien a pris la famille, mais c'est, je crois, des millions de dollars. Et donc, ils ont cette tradition de dédommager concrètement, notamment financièrement, ce genre de choses. Alors qu'au niveau de la France, c'est pas du tout, c'est pas vraiment ce cas-là. Attends, peut-être si tu avais envie de rebondir ou les autres, les invités. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut quand même voir que ces injustices coloniales se continuent aujourd'hui. Comme l'a dit Hamzat, c'est vraiment quelque chose de vraiment problématique. Et si on fait vraiment ce débat sur goûter panafricain aujourd'hui, c'est que ça pèse encore dans une communauté et que personne n'ose encore en parler. On pense que tout est conquis, tout est acquis, que l'intégrisme, enfin, tout le monde est intégré dans un système qui fonctionne. Mais ben non. En regardant vraiment les réalités ne serait-ce que sur le continent, ne serait-ce que sur les Antilles, on voit vraiment la problématique que ça compte. On voit bien que le chlordécone est encore un problème. On est à un niveau de cancer qui est très élevé chez nous. On a encore des problèmes d'eau. L'eau potable n'est pas encore acquise. Donc, on voit bien l'injustice coloniale qui est mise en place par les colonies. Je rappelle que c'est une injustice coloniale, que c'est un mépris envers des colonisés qu'il faut rabaisser pour se convaincre qu'on est en droit de leur imposer des lois différentes de celles qui leur sont propres. Donc, il faut vraiment rétablir ces choses. On a beau crier, on a vu les injustices qui ont été faites pour le chlordécone. J'espère qu'on aura le temps d'en discuter par rapport à des non-lieux. Et ça, c'est juste, ben voilà, les téléspectateurs pourront se faire leur avis. Est-ce que c'est normal ou pas normal? Ben moi, je considère que c'est pas normal. Aujourd'hui, il faut encore se battre pour avoir des droits, et c'est toujours un petit peu le chat et la souris. Toujours le monde capitaliste qui domine encore cet état-là, et il est temps que ça change et qu'on prenne enfin, en tout cas nos meilleures élites, prennent enfin les rênes de ce pouvoir-là
pour s'associer d'avocats, de centres, enfin bref, d'organismes qui puissent aller de l'avant. Voilà. Ok, bah, en t'écoutant, donc toi, tu es plus vers le côté réparation. Bien sûr, on peut un mal sans réparation, bah ça veut dire que voilà, c'est de l'injustice perpétuelle, sans rentrer vraiment dans le débat de ils ont raison, sans vraiment invectiver quelqu'un. C'est tout simplement, imaginons qu'une personne rentre chez vous, viole vos femmes, viole vos enfants, casse la maison. Eh ben, s'il peut sortir tranquillement de la maison sans être inquiété, ben, rendez-vous compte que l'injustice est toujours viable, quoi. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une justice qui soit faite. Malheureusement. Okay, juste, excuse-moi de te couper, tu la verrais comment cette justice? Pour toi, ça serait comment cette réparation? Ben, je pense que c'est le peuple qui est touché à s'armer de connaissances jusqu'aux dents et pour se battre ensuite avec les armes qu'il lui faut pour lutter contre cette injustice. On voit bien que ça fonctionne dans d'autres continents, dans d'autres contrées. Il faut que ça fonctionne dans le monde entier. Alors Daniel Hachensud, Daniel. Je voudrais juste rappeler que, comme vient de le dire Hamza Boukari, on a quand même une spécificité qui me semble particulière donc à la France, puisque apparemment donc les Américains n'ont pas de difficultés, n'ont pas d'état d'âme sur ces façons donc de débourser et de retrancher donc du capital donc des grandes entreprises suffisamment donc d'argent pour verser aux descendants, en sachant, comme vient de le dire encore Hamzat Boukari, c'est qu'il y a quand même un combat qui est mené, un combat donc qui investit donc les gens à tous les instants, à tous les moments de leur vie. Ce sont effectivement des gens qui travaillent, qui sont pas forcément riches. Et en France, on se trouve face à un mur. Et ce mur, c'est pas un vain mot, puisque on a quand même toute une cohorte d'intellectuels qui ont la manie de ce qu'on pourrait appeler le négationnisme. C'est-à-dire que dans les années 2000, il y avait une sorte de rhétorique qui voulait faire taire justement les demandes donc déjà du MIR et d'autres organismes qui prenaient effectivement le fait de réparer un préjudice qu'ont subi donc les déportés. Et justement, on entendait des débats sur la repentance, les concurrences mémorielles, etc. Il y a même un rapport qui avait été diligenté donc par le gouvernement de cette époque, le rapport Caspi. Et je vais vous lire ce que disait Régis Debray à ce propos. Avant le devoir de mémoire est nécessaire, autant le devoir de mémoire est nécessaire, autant son abus est contre-productif. Je pense qu'il s'agit ici d'un abus de mémoire, puisque c'est donner à l'émotion la première place, quand le but de l'école n'est ni émotionnel ni compassionnel, encore moins mortifère. Il y a un risque d'escalade, d'une surenchère, d'une concurrence des mémoires. Celle-ci pourrait bientôt provoquer dans le monde des banlieues la revendication d'une adoption des victimes d'Israël en Palestine. Aujourd'hui, vous voyez de quoi il s'agit. Et puis, il y a les Tziganes, il y a les Amérindiens, les Arméniens, excusez-moi, et puis il y a surtout les Noirs. Au lieu d'unifier, j'ai peur que cette initiative nous divise selon des clivages communautaires et confessionnels. Ça, c'est quand même assez problématique, puisque durant cette période-là, le terme même de repentance était récusé au profit des bénéfices qu'ont tiré donc les populations, je parle donc du colonialisme, et puis des déportés, de la venue brutale dans leur société, de l'arrachement de leurs terres et de leur culture pour effectivement édifier ce qu'on appelle le capitalisme. Hamza Boukari, est-ce que réparer un fait historique, c'est bien réparer un fait historique à rebours, au motif qu'il produit des conséquences dommageables qui se perpétuent au travers le corps et les consciences des descendants,
est-ce se limiter aux effets et non pas dénoncer les causes qui instillent tout le système néolibéral hier, aujourd'hui et peut-être demain si rien ne change? C'est-à-dire que si on ne dénonce pas avec vigueur le système sur lequel il repose. Oui, il faut dénoncer le système sur lequel il repose, le système économique. En fait, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a les injustices historiques. On ne peut pas réécrire l'histoire. On a été esclavagisé, asservi, exploité. On peut pas le réécrire. Et il y a les inégalités économiques qui découlent directement de cette exploitation. Donc, les inégalités économiques, on en connaît l'origine. L'orientation qui est mise sur la repentance, c'est justement pour faire de la philosophie, pour ne pas toucher à la question économique. Ça, c'est un premier élément. Puis le deuxième élément, le crime continue. Le crime continue d'une certaine manière et tant qu'on ne pointe pas l'origine, je dirais, de ce crime-là, qui veut que, pour faire simple, la vie d'un noir vaut moins que la vie des autres, on va dire, on aura du mal à cerner précisément le problème qui se pose. C'est un problème de racisme, puisque d'autres peuples ont été dédommagés, indemnisés, etc. Donc, il y a une question de racisme qui est présente, Quand tu dis, dans l'idée qu'il est normal que nous ayons été spécifiquement pris dans cette oppression. alors quand tu dis, je veux juste reprendre sur 2 points. Quand tu dis le crime continue, tu le vois de manière donc systémique. Quand tu dis c'est plus les Noirs qui sont toujours stigmatisés, c'est ça que tu veux dire? Et j'ai aussi un autre point quand tu dis il y a une communauté qui s'est fait, qui a eu justice en fait. Tu parles de quelle communauté qu'on puisse savoir? Sur le crime qui continue, c'est-à-dire que le système d'exploitation continue. Les questions de terre qui se posent en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs sont héritées de cette époque-là. La question de la propriété du système bancaire et de l'incapacité ou du refus de crédit à nos groupes, à nos communautés part aussi de cette époque-là. Donc c'est tout un système bancaire, un système de crédit, un système de sophistication de l'esclavage qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours avec le soutien d'un appareil politique qui défend justement cette vision des choses. Après, sur les communautés qui ont eu des réparations, il y a les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a les Juifs pendant la Shoah, il y a eu les Coréens par rapport à l'histoire des femmes qui étaient prises dans les bordels. Il y a eu des réparations, je dirais, plus ciblées ou des propositions sur les Herero en Namibie, qui avaient subi un génocide au début du XXe siècle. Donc, il y a des jurisprudences qui existent. Il y a des solutions, des propositions qui sont faites. Il y a un débat autour de cette question, mais il est, je dirais, fragmenté. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une perspective panafricaine, parce que c'est la perspective panafricaine qui peut donner du lien à tout ça. Aujourd'hui, tout est éparpillé. Même la question du franc CFA part de la question des réparations, puisque c'est l'argent donné aux esclavagistes qui a servi à créer le capital de la banque qui va devenir la banque qui va émettre ensuite le franc colonial. Donc, voilà, quand le Niger dit on veut récupérer, réviser, récupérer ce que la France nous doit, c'est indirectement la question des réparations. Ils ne le disent pas de cette manière-là parce qu'ils savent que la question des réparations, c'est la question la plus importante de ce système-là. Mais c'est ça qui est visé, quoi. Et c'est intéressant, tu parles des Coréennes et les femmes, je crois que c'est ces Coréennes qui ont été utilisées dans les bordels japonais là, durant la Seconde Guerre mondiale. Ça a fait un grand scandale. Et d'ailleurs, il faut savoir que tous les mercredis, devant l'ambassade du Japon en Corée du Sud, si je ne me trompe pas, il y a une manifestation, et ça date depuis la fin de la guerre mondiale, donc ça fait depuis des années qu'ils font ça. Donc tous les mercredis, il y a des femmes qui manifestent devant cette ambassade, à tel point que cette manifestation est maintenant inscrite dans le Guinness Book des records.
Et comme quoi, il faut pas lâcher le morceau, en fait. Et tous les mercredis, ces femmes viennent demander les réparations parce que il y a aussi, je crois, c'est toujours pas terminé un peu cette histoire. Le japonais sont un peu dans le négationnisme, un peu dans le révisionnisme. Ils disent que ça n'a pas existé, alors que si, il y a eu des preuves que ce crime a existé. Et les Coréens, les Coréennes, enfin les Coréens ne lâchent pas le morceau. Et donc tous les mercredis, ils viennent manifester pour rappeler ce crime qui a été commis. Et je pense aussi que la communauté noire doit aussi prendre exemple, d'avoir cette ténacité de jamais lâcher le morceau parce que c'est comme ça qu'on se fait entendre. Daniel, je vois que tu as peut-être envie de rajouter quelque chose avant qu'on passe Oui. à une autre. Oui. Je voulais dire par rapport à ça, est-ce que, concernant le cas français, parce qu'on a parlé des États-Unis, on sait que bon, ces gens-là sont assez. Ils font. Les Américains ont l'impression d'appartenir à être une population et qu'elle n'a pas d'autre destin que celui d'appartenir donc juste à l'ensemble américain. Donc ça peut se comprendre que l'État américain puisse faire des concessions dans ce sens-là. Mais concernant le cas français, est-ce que on n'a pas été dans le sens de suivre les Américains en n'ayant pas les moyens, justement, de nos ambitions. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire que, est-ce que, du point de vue africain, je ne parle pas que des Antilles, est-ce qu'on aurait dû chercher déjà à être souverain, déjà, affirmer sa souveraineté sur les pays, sortir du joug français, et ensuite réclamer des réparations, parce que venir comme ça demander des réparations sans même pas décider de qui déjà on nomme dans son propre gouvernement, que ce soit dans les pays qui sont encore sous le joug français, comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux pour pouvoir réclamer des réparations conséquentes par rapport à. On a bien vu la loi Taubira. On a vu ce qui s'est passé. Cette loi a été votée. Elle a été votée. Bon, c'est une loi. En fait, on a voulu faire plaisir à Taubira, mais dans le fond, cette loi n'est pas contraignante puisque derrière il n'y a pas de réparation. Donc, est-ce que c'est-à-dire comment, je pose la question à Hamza Boukari, comment cette idée est venue, déjà côté français, de réclamer des réparations alors qu'on est encore sous la tutelle française? Comment obliger ces gens à vous prendre au sérieux? Comment les obliger juridiquement à aller à accéder à votre demande si par des arguties juridiques, on va vous tourner en bourrique et puis on va dégager ça du pied. C'est ça la question. C'est-à-dire que pourquoi surtout aux Antilles, on s'est tourné, on est allé dans ce sens-là, alors qu'on n'est même pas capable de demander à l'État français de nous donner déjà de l'eau potable, de considérer que les problèmes du chlordécone, c'est un problème sérieux. Donc c'est ça ma question. Alors, en fait, il y a plusieurs angles à sous voir les choses. Pour moi, les réparations, c'est un combat. Et quand vous menez un combat, vous mettez en place une armée. Et le problème vient de nous. Le problème vient du fait qu'on ne comprend pas que la question des réparations, c'est pas aller demander à l'État français. La question des réparations, c'est un premier prétexte pour organiser une armée par rapport à ce combat-là.
Et si on ne comprend pas ça, je pense qu'on passe à côté de la totalité, je pense, du problème. Évidemment, il faut un rapport de force, mais si vous ne vous organisez pas préalablement pour ce rapport de force-là et que vous ne visez pas les différents échelons de ce rapport de force, c'est sûr que vous n'allez jamais décoller. Deuxièmement, c'est une question qui est internationale. Et c'est pour ça que le cas d'Haïti est central. Haïti a pris son indépendance contre la France. Et la France a imposé à Haïti de payer une dette. Et c'est le point de départ des réparations. Donc vous voyez très clairement que la question de l'indépendance, elle est directement liée à la question des réparations. Quand le Congo, la République démocratique du Congo, est devenu indépendant, les Belges ont transféré sur les comptes du Congo toute la dette de la Belgique qui est devenue la dette du Congo. Donc la question des réparations se pose aussi au niveau de la République démocratique du Congo. Donc si on ne comprend pas le lien entre indépendance et réparation, y compris notre propre indépendance qui nécessite de nous organiser, on ne va pas décoller sur cette question-là. On va rester sur comment l'État français va nous reconnaître, nous aider, etc. Tout ça. Ce n'est pas ça la question. C'est vraiment comment nous nous organisons pour un combat qui va durer un certain nombre de temps, qui va se faire vraiment sur l'usure et qui va nécessairement se connecter à d'autres combats au niveau international. Parce que ce n'est pas que la France qui est concernée, c'est l'ensemble du système qui est concerné par la question des réparations. Donc, par exemple, certains estiment que si un pays au niveau de l'Europe décide d'ouvrir la question des réparations, ça va automatiquement s'imposer à la France. Certes, la France va peut-être refuser, parce qu'il y a beaucoup de thèmes sur lesquels la France est condamnée. Elle préfère payer des dettes plutôt que de dédommager les gens auxquels elle doit payer des choses. Donc, il y a aussi une question de mauvaise foi, un refus de reconnaître sa responsabilité de la part de la France, sur lequel je ne sais pas si on pourra faire quelque chose un jour, parce que ce pays a une dette morale, une éthique qui est très problématique. C'est effectivement l'éthique du voleur au niveau du système en tant que tel. Et cette éthique-là, je ne pense pas qu'on puisse, je dirais, se lancer dedans. En revanche, nous avons la MAT, qui rappelle l'importance de restaurer l'équilibre, la justice, la vérité. Nous avons la charte du Mandé qui appelait déjà à des réparations. Nous avons un certain nombre d'éléments qui sont propres aussi à nos propres codes juridiques que nous devons structurer pour que ça ne soit pas juste des choses qu'on raconte là sur Internet, etc. Il faut que ça devienne des vrais éléments de combat juridique au niveau des entités internationales. Ensuite, il faut s'appuyer sur des États africains qui peuvent imposer des choses. Regardez l'histoire de la Palestine et Israël. Tout le monde disait, oui, Israël, ils sont trop puissants, personne ne peut les toucher, etc. Là, l'Afrique du Sud a dit, ben, nous, on va les attaquer. On a porté l'affaire en justice. Et là, tout de suite, on voit que lorsque vous décidez vraiment de vous préparer sur un combat, que vous avez les arguments, bah, ceux d'en face qui vous ont toujours vu comme des gens qui dansent, qui crient et qui ne font rien, et bien là, ils changent un peu de discours. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut qu'on mette en place. Et la question de l'Afrique du Sud est importante parce que c'est en Afrique du Sud qu'avait eu lieu la conférence mondiale contre le racisme de 2001. C'était très important parce que pour la première fois, c'est une conférence sur le racisme qui a lieu en Afrique. D'habitude, c'est toujours en Occident. Donc, pour la première fois, les Européens sont venus en Afrique sur le banc des accusés dans un environnement qui ne contrôlait pas. Donc, la question des réparations, il faut aussi qu'on la construise à partir d'un terrain, notre terrain, que l'on maîtrise. Si on ne fait pas tout cela, on sera toujours sur le terrain des autres. Et c'est là qu'il y a un vrai combat à mener. Le Nigeria aussi était prêt à lancer un débat sur la question des réparations au niveau des Nations Unies. Et je peux vous assurer que si quelques pays africains sérieux et un minimum puissants se lancent sur cette question-là, ça peut donner des choses extrêmement intéressantes. Parce que ça peut faire un rapport de force vis-à-vis de l'État français. L'été dernier, j'ai vu par exemple que la Russie a dit qu'elle allait soutenir la question des réparations. C'est totalement de l'opportunisme, voilà. Mais ça montre que cette question, c'est aussi une question de géopolitique et qu'il faut vraiment qu'on se prépare pour la prendre en main pour ne pas se la faire spolier. Est-ce que tu penses que le salut peut venir, par exemple, des pays comme le Burkina Faso, le Mali qu'on voit en ce moment, le Niger? Tu penses que ça peut venir cette nouvelle forme j'ai envie de dire, d'indépendance, de réparation? Tu penses, quand tu dis qu'il fallait des pays forts qui s'unissent pour
faut réclamer ces droits au niveau des Nations Unies. Tu penses que ça peut venir d'eux? Ça peut venir d'eux s'ils décident de faire une campagne pour amener d'autres pays derrière eux sur cette question-là. Mm. Ça peut venir d'eux, effectivement. Et c'est une question sur laquelle les États-Unis, par exemple, sont très sensibles. Voilà, d'ailleurs, c'est toujours à partir du moment où ces questions arrivent aux États-Unis, dont les journaux américains, que la France tremble. Par exemple, la question de la dette de Haïti et la tour Eiffel construite avec l'argent de Haïti, ça fait des décennies qu'on en parle. Il a fallu qu'un journal américain en parle pour que là, ça fasse boom. Donc, il y a toujours cette problématique qui fait qu'il faut qu'on trouve effectivement des loupes, des effets grossissants pour que nos questions, qui sont vues comme des questions vraiment de puces, des questions micro-insulaires, mais qui sont des questions globales, soient réellement traitées. Voilà, je pense que moi, je peux vous assurer que si demain vous avez des Américains qui portent plainte contre la France, ils ne vont pas être traités de la même manière qu'on traite des Camerounais ou des Guadeloupéens qui portent plainte contre la France, parce que derrière, il y a un État, il y a un droit, il y a des avocats, il y a un système juridique qui peut, je dirais, challenger le droit français et passer au niveau du droit international. Super. Je veux juste, alors, juste pour qu'on continue un petit peu sur le débat, vous avez parlé beaucoup de Guadeloupe, Martinique et du chlordécone. Donc on va s'attarder un peu sur ça parce que on a parlé de l'esclavage, enfin on connaît tous, hein, on connaît tous. Je pense que la plupart le connaissent. Donc ce crime, l'un des plus grands crimes de l'humanité qu'a subi la communauté noire, mais on oublie qu'il y a un nouveau crime qui s'est fait il y a pas si longtemps que ça, donc jusque dans les années 90. C'est le chlordécone qui a sévi dans les Caraïbes et plus particulièrement en Guadeloupe, Martinique. Hein. Donc, si vous ne savez pas, c'est un pesticide qui a été utilisé sur les bananeraies, en fait, qui s'est avéré nocif parce qu'on a découvert qu'il provoquait le cancer, donc il provoquait entre guillemets la mort et aussi des complications au niveau de la grossesse. Et la France a été l'un des seuls pays qui a encore autorisé l'utilisation de ce pesticide, ce qui fait qu'en fait, ça a pollué les terres en Guadeloupe et en Martinique, et ça s'est même infiltré au niveau de l'eau des nappes phréatiques. Et donc, beaucoup se sont insurgés contre ça et ont demandé une justice, des réparations. Et qu'est-ce qu'a fait la France? Elle a déclaré un non-lieu. Donc ça aussi, c'est encore la preuve, un peu comme a dit Hamzat Boukari, qu'il y a un peu cet esprit perfide du gouvernement français. Je voulais avoir vos avis parce que vous l'avez beaucoup évoqué sur le chlordécone. Et pas que sur ça aussi, parce qu'en fait, à la base, on devait aussi avoir un autre invité qui devait être sur notre panel, c'était Garcin Malsa, qui est un homme politique martiniquais qui a même été maire à Sainte-Anne et qui était pour l'indépendance de la Martinique. Et je voulais vos avis sur ça. Est-ce que la Martinique, la Guadeloupe aille vers leur indépendance? Est-ce que ça serait un pas en avant pour aller réclamer, avoir plus de poids pour les réparations? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je voudrais qu'on reste un petit peu sur ça parce qu'il y a aussi une nouvelle vague d'immigration qui arrive dans les Caraïbes et je voudrais qu'on en parle aussi. Donc, voilà, prochain nouveau sujet sur les Caraïbes. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation en Guadeloupe, Martinique en ce moment? Bon, en 2 mots, je vais bien réagir rapidement. Je trouve ça, les peuples africains ont vécu quand même une terrible violence du fait du colonialisme, avec des morts, des exportations, des privations de liberté et surtout de la négation profonde de la dignité humaine. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça continue avec le chlordécone. Je rappelle que c'est un pesticide sur lequel les gens sont contaminés pour 700 ans. Beaucoup de personnes dans nos îles, dans les îles en Guadeloupe, pour moi, je considère que la Guadeloupe et la Martinique comme des extensions de l'Afrique, sont touchées par ce pesticide qui, à la limite, a été mis en place tout simplement par les béquets. Je rappelle que les béquets, ce sont les blancs pays de ces îles-là. Et sans se cacher, ça a été validé par la France. Et aujourd'hui, des gens en meurent. Les gens qui ont les moyens peuvent se faire venir se soigner en France. Si vous n'avez pas de moyens, tant pis pour vous, vous mourrez sur place dans des conditions assez violentes. Et j'atteins bien une petite virgule sur cette maladie du chlordécone, c'est que ça atteint pas l'épaule, ça atteint pas le cerveau, ça atteint les parties génitales. Donc, entendra qui pourra.
par des cancers assez atroces et dans lesquels on meurt sans conditions d'hygiène vraiment adaptées sur ces îles. Parce que, encore une fois, il faudrait qu'on se batte et qu'on se lie ensemble et j'appelle encore une fois à l'unité de tout peuple pour nous donner la force pour essayer de combattre ce fléau. C'était mon cri j'avais juste un cri. Alors, Moi, très rapidement, je ne sais pas si je... En fait, il y a plusieurs choses, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut dénoncer le scandale, mais il faut aussi se rendre compte que, rappeler que le chlordécone a été aussi utilisé au Cameroun et en Côte d'Ivoire, et que l'un des arguments, je crois, du non-lieu, c'est de dire qu'à l'époque où ça a été commis, il n'y avait pas suffisamment de connaissances scientifiques pour établir les conséquences que ça imposait et qu'on ne pouvait pas retracer des responsabilités pénales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que nous n'avons pas dans notre communauté un nombre massif de scientifiques qui savent étudier ces questions, on continuera à se faire avoir. Voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas des scientifiques s'il y avait eu à l'époque des scientifiques afro-caribéens, panafricains, martiniquais, etc., le problème aurait été réglé à la base. Donc, c'est aussi ça la leçon qu'il faut tirer de toutes ces histoires-là. Certes, on peut dénoncer le scandale sanitaire, dire que c'est une injustice, qu'il faut des réparations, mais on connaît ce système-là. Donc, c'est à nous, je dirais, de rebondir et de voir comment maintenant on s'arme par rapport à ce système-là. Il nous faut des juristes, il nous faut des scientifiques, il nous faut des vrais ingénieurs agronomes avec une conscience panafricaine, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Sinon, si on n'a pas ça, on va pas retourner le truc en notre faveur. Ça, je pense qu'au bout d'un moment, comme tu as dit tout à l'heure, au bout d'un moment, il ne faut plus rien attendre de l'État, en fait. C'est ça la mentalité. Il ne faut plus rien attendre de l'État et faire tout par nous-mêmes, tout simplement. Je regardais un livre, j'ai vu un livre récemment, bref, c'est juste une aparté, mais quand on prend par exemple la communauté juive, ils sont très installés au niveau des emplois, ils ont beaucoup de contacts entre eux, ils restent très communautaires, c'est comme ça qu'ils arrivent à avancer. Et aujourd'hui, on va dire qu'ils sont un petit peu respectés à l'ordre mondial. On voit en même temps sur le conflit en ce moment Israël-Palestine, comment les autres pays un peu ne disent rien par rapport à Israël. Donc on voit que c'est une communauté assez forte qui a réussi à se solidifier sans rien attendre de l'État. Et je pense que nous, la communauté noire, on est beaucoup trop policés, en fait. On essaie toujours d'aller chercher l'aide de l'État, alors qu'en fait, on ne doit plus rien attendre, en fait, de ce système, et on doit tout faire par nous-mêmes. Et comme dit Hamza Boukari, d'un moment, il faut aussi qu'on ait nos spécialistes, nos scientifiques, nos armées. C'est comme ça qu'on va avancer, en fait, nos banquiers, nos finances. Je pense que ça va être ça aussi la solution. Alors moi, je voudrais dire juste compléter ce qui est à se dire là. Des spécialistes, on en a. Dire qu'on n'en a pas, c'est une insulte à l'intelligence. Peut-être qu'on n'en a pas assez alors à ce moment-là. Non, on a effectivement des scientifiques de grande envergure, mais sauf qu'on ne les voit pas. Ils ne travaillent pas pour la communauté, ils travaillent pour d'autres. C'est ça qu'il faut poser. D'accord? C'est-à-dire que l'intérêt, il n'est pas focusé sur l'afrocentrisme, il est focusé ailleurs. Il y a énormément de bourses d'étudiants du continent qui sont octroyées pour aller étudier en Russie, en Chine, aux États-Unis, au Canada, en France. Après, la question du retour se pose. Et la question que l'on est en droit de se poser avec la loi immigration qui vient donc qui a été en débat, qui a été vraiment source d'énormes remarques, c'est que si on fait venir de plus en plus de cerveaux en France, c'est effectivement, encore une fois, pour alimenter toujours l'intérêt du même. C'est-à-dire que le retour après vers les pays donc du continent se pose. Le chlordécone, donc Hamza vient de nous le dire,
Ce n'est pas uniquement sur le confetti, les confettis deals. On voit ça sur le continent. Donc ça veut dire que partout où ils sont, l'idée du profit pour le capitaliste européen est une nécessité. Ouvrir des marchés. Donc par tous les moyens, il y a un cynisme qui soutient leur théorie. On est face à ce qu'on appellerait des bandits qui se sont associés avec autrefois, c'était le capitalisme commercial. Ils se sont associés avec le roi qui avait effectivement de grands besoins. On a vu autour donc de ce roi des gens qui pouvaient le financer dans ses plaisirs. Ils sont devenus après au fur et à mesure des bourgeois. Et aujourd'hui, la question qui se pose justement par rapport à ça, c'est que ce cynisme, quelle est notre réponse? Si on a effectivement des intellectuels et des gens qui sont très bien armés au niveau des connaissances, pour pouvoir endiguer cette violence-là. Parce que le chlordécone, c'est aujourd'hui une question fondamentale pour la société parce qu'on vit les conséquences de cet empoisonnement-là. Et c'est pas pour maintenant, c'est pour des centaines d'années. Donc ça veut dire que, comme j'aime à répéter ce que dit Marx, le capitalisme a toujours un coup d'avance. Toujours un coup d'avance. C'est-à-dire qu'il arrive à décrire ses propres objectifs au travers des textes qu'il va publier, de la manière dont il va orienter les institutions, orienter les politiques en leur faveur. Donc, la question que j'aimerais poser tout à l'heure, donc je voulais citer un auteur, un Christopher Hill, qui posait effectivement par rapport à la création donc du marché du travail par rapport à l'offre et la demande. Juste pour revenir, et puis je vais conclure là-dessus par une question, les Africains qui ont été déportés sont passés sur des marchés. La question du marché est très très importante aujourd'hui. On parle effectivement de l'ouverture des marchés. Les Africains n'ont pas été sur la demande, ils ont été tout le temps sur l'offre, du plus offrant par rapport à leur force de travail. Aujourd'hui, comment qu'on peut récupérer toutes ces données-là, effectivement, il faut vraiment penser et réfléchir les connaissances que l'on a, que l'on a apprises ailleurs dans les universités européennes pour pouvoir questionner ce qui est notre réalité, déconstruire la réalité telle qu'elle est. Je voudrais poser la question à Hamza Boukari. Que répondez-vous à tous ces gens qui aujourd'hui, alors par rapport donc à ce qu'on a dit tout à l'heure précédemment sur la réparation, qui parlent de ce qu'on appellerait la marchandisation des âmes. À quoi ça sert? Ils en sont encore là. Il y en a encore parmi nous qui disent à quoi ça sert. Partir au combat, être militant. Est-ce que effectivement ça en vaut la peine? Comment les convaincre? Moi, je suis une convaincue. Je suis une convaincue jusqu'à le dernier moment, jusqu'à mon dernier souffle, je resterai convaincue. Mais comment est-ce qu'on peut faire une sorte de contamination des consciences de ces idées révolutionnaires? Je dis bien contaminés, parce que nous sommes tous des malades aujourd'hui. Nous sommes des malades parce que nous sommes dans l'inaction. Alors, ma question, Hamza Boukari, elle concerne justement la manière, parce qu'il n'est pas là, Garcin Malsa, c'était l'épigénétique, c'est-à-dire de ce qui nous reste au niveau de l'information, au niveau des gènes, du trauma. Et on voit ça donc justement dans les camps de réfugiés où on essaie que les psychologues, les psychiatres viennent avec des pilules, etc., pour soigner les consciences des réfugiés. Donc, Garcin Malsa prône justement que l'on puisse reconnaître ces traumatismes qui se transmettent de génération en génération. Est-ce que, justement, parce qu'on n'a pas encore les lunettes qu'il faut et on n'arrive pas encore à convaincre le maximum, leur dire que par rapport à l'Afrique, lorsque l'on fait des recherches au niveau génétique,
Est-ce que c'est une manière de se reconnecter au combat, de dire je suis pleinement africain? Et effectivement, là, dernièrement, il y a le 40e congrès donc, de l'Union africaine. Comment est-ce que les déportés que nous sommes, nous pouvons raccrocher notre combat à ce qui se passe actuellement en Afrique? C'est-à-dire que pour moi, les confettis d'îles, tout ce qui se passe, c'est une prison à ciel ouvert. Je ne défends pas aujourd'hui les intérêts de l'administration coloniale. Bon, il y a plusieurs questions. Bon, la première, c'est que c'est ce qui est réclamé hein, par les camarades indépendantistes et autres, hein, c'est que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane puissent librement traiter avec la Jamaïque, la Grenade, la Trinidad et toutes les autres Caraïbes indépendantes. Puisque au niveau de la CARICOM, qui est la communauté de la Caraïbe, eux, ils ont déjà un plan sur les réparations, ils ont déjà avancé, ils ont travaillé, ils ont un plan en 10 points qui explique comment eux, ils comptent gérer la question des réparations. Dans les 10 points, il y a la question de la guérison, la réadaptation psychologique, la guérison spirituelle, le besoin de réparer, qui est central. La crise également de la santé publique, puisque nous savons que du fait de la manière dont nos ancêtres ont été traités, alimentés, sous-alimentés ou suralimentés de certains produits, ben, ça a des conséquences sur notre métabolisme, sur la descendance que nous représentons, en termes d'hypertension, en termes de différentes formes de maladies. Donc, il y a un enjeu en termes de survie qui se pose, en rappelant que la traite et l'esclavage, c'était pas pour. Il y avait quand même une dimension génocidaire dans l'esprit. C'était pas pour comment dire, permettre une reproduction libre et gratuite. Donc cette question, elle est vraiment présente, la question de la santé mentale, de la santé publique et de la mentalité d'esclave. Alors pour moi, très clairement, les personnes qui pensent qu'il faut laisser tomber le combat sur les réparations, je pense que ce sont des personnes qui sont encore dans l'aliénation. Alors pour certains, les personnes dans l'aliénation, c'est des gens qui sont avec Jésus, Mahomet, etc. Pour moi, les gens qui sont aliénés, c'est des gens qui ne sont pas dans le combat pour les réparations. Parce que ça veut dire qu'ils sont toujours dans une mentalité d'esclave, ils considèrent que leur travail est gratuit, qu'on peut les faire travailler gratuitement, qu'on n'a pas à les payer. Et c'est quelque chose qui explique peut-être pourquoi dans notre communauté, il y a autant de problèmes avec l'argent, il y a autant parfois d'arnaques ou d'escroqueries même entre nous, parce qu'il y a des choses, je pense, assez profondes qu'on n'a pas à gérer sur le fait que nous sommes des gens qui pouvons nous vendre les uns les autres. Parce que nous n'avons pas réglé cette question des réparations et cette mentalité d'esclave. Il y a toujours cette dichotomie entre entre guillemets, les nègres des champs et les nègres de maison, qui fait qu'effectivement, il y a une catégorie qui va toujours défendre le fait que non, il ne faut pas demander, finalement c'est le maître qui nous a sauvés, regardez, nous en Guadeloupe on vit bien, regardez Haïti, etc. Bon, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc, pour moi, c'est un travail de désaliénation qui doit être fait. Voilà, j'ai pas de recette miracle, hein. Je pense qu'il faut que ce travail soit intergénérationnel, qu'il soit clarifié. Je pense que c'est important d'expliquer clairement ce que l'on entend par le combat pour les réparations, expliquer que c'est quelque chose qui doit être professionnalisé et qui doit se faire vraiment dans la durée. Maintenant, par rapport aux pays africains, bon, j'ai déjà dit qu'il faut déjà passer au niveau de la CARICOM pour la Caraïbe, les Antilles. S'appuyer aussi sur quelques pays comme le Venezuela qui travaillent aussi la question des réparations, le Brésil aussi. Et au niveau de l'Union africaine, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à espérer parce que ce n'est pas une organisation qui est fondée en termes de pouvoir sur ces questions-là. Donc pour moi, il faut plutôt travailler, comme je le disais tout à l'heure, quelques pays, quelques dirigeants, gouvernements, en sachant que le problème que nous avons aussi, c'est que nos chefs d'État aiment bien être courtisés.
Voilà, là récemment, vous avez vu Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, qui est un néolibéral, hein, qui a mis avec Macron. Bon, c'est lui qui organise des conférences sur les réparations. Voilà, et c'est lui qui s'autoproclame champion des réparations. Donc ça pose des soucis, et c'est parce que nous n'investissons pas nous-mêmes nos questions que nous avons des usurpateurs de haut niveau ou de bas niveau, donc des escrocs dans la communauté qui sont tapis, ou des chefs d'État qui usurpent cette question-là pour d'autres intérêts, mais qui nous desservent au final. Donc il faut qu'à notre niveau, eh bien, on monte cette armée pacifique d'une certaine manière, mais en même temps une armée qui doit s'appuyer sur les outils que les ancêtres de Haïti avaient, c'est-à-dire la capacité à saboter le système. Voilà. Ce qu'ils ont fait en Haïti, c'est qu'ils ont détruit l'économie esclavagiste, ils ont détruit les plantations. Voilà, un peu comme Killmonger dans Black Panther, là, dans Wakanda, il faut tout détruire, parce que nous savons que c'est nos richesses qui sont quelque part, je ne vais pas dire des causes de notre malheur, ce n'est pas ce mot-là, mais les convoitises de ceux qui ne nous veulent pas du bien. Voilà, donc il faut qu'on ait cette conscience du sacrifice. Voilà, donc ça passe par la question qu'on pose toujours en France: pourquoi tous les Noirs de France ne sont pas capables un jour de dire on va faire la grève en France, on va paralyser ce pays? Si tous les Noirs qui sont dans le bâtiment, dans la sécurité, font grève, il n'y a plus de Jeux olympiques. Voilà, c'est un moyen de pression, mais on n'est pas organisé parce que nous ne sommes pas une communauté. Au contraire des autres dont on a parlé tout à l'heure, qui sont une communauté, nous, on est un magma d'intérêts plus ou moins reliés, et dans ce magma, il y a des petits groupes, des collectifs qui essaient de donner du sens, de donner du contenu, et la question qui peut être de fil autour duquel nous enroulons toutes les perles de nos problèmes, c'est les réparations. C'est les réparations. Nous avons un collier de problèmes, le fil du collier a été cassé, les perles sont dispersées, le fil autour duquel il faut mettre toutes les perles, c'est la question des réparations. Mais c'est très difficile parce que pour certains, c'est une question, c'est de l'utopie, c'est de la victimisation, c'est se rabaisser, etc. Donc il y a un vrai travail d'explication, de texte et de pédagogie à faire. Et c'est pour ça sans doute que des initiatives comme l'école panafricaine de Guadeloupe ne sont pas vues, parce que si vous semez la graine dès le départ sur cette question-là, bon, le rapport change. Hein. Je voudrais qu'on se rappelle de ce monsieur. Alors, Hamza, je pense que tu le connais très, très bien. C'est Oui. Walter Rodney, l'homme politique guyanais. Et je regardais une de tes interventions que tu as fait au MIR, donc au Mouvement international des réparations, où tu parlais de cet homme politique, Walter Rodney, et comme quoi il était très important de lire son ouvrage Oh, Europe Underdeveloped Africa, comment l'Europe a, comment on pourrait dire, sous-développé l'Afrique. Et tu disais que c'était vraiment important, que c'était même l'un des premiers qui parlait de ce sujet des réparations, et qu'il l'a fait vraiment dans ce livre de manière très poussée, très argumentée. Est-ce que tu peux nous partager un peu de ces informations sur Walter Rodney pour les personnes qui ne connaissent pas? Bon, je vais pas trop parler de l'homme en question, j'ai plutôt parlé de ses travaux, c'est-à-dire qu'il a, en fait, il a montré comment nos ancêtres ont été exclus de leur propre marché, parce que la colonisation, c'est ce qui a permis en fait aux Européens de se poser en intermédiaire au sein même du marché africain. Et c'est la problématique qu'il y a au niveau de la Caraïbe, c'est-à-dire que les Martiniquais, les Guadeloupéens, sont dépendants de petits groupes qui maîtrisent effectivement tout le circuit de distribution, le circuit de gros. Et c'est exactement de cette manière-là que sur le continent, on a été exclus de notre propre marché pour ne devenir que des consommateurs et des gens qui achètent ce qui vient de l'extérieur. Donc, il montre vraiment cet élément-là de manière assez importante, en montrant que c'est par le marché et la technologie que l'Afrique a perdu sa souveraineté. Et que par conséquent, l'Afrique s'est retrouvée engagée dans une situation de dépendance vis-à-vis de ce système extraverti, ce système capitaliste, en jouant le rôle de force de travail,
d'approvisionnement de matières premières et également de laboratoires pour les multinationales, qui sont passées en fait des économies de traite qui reposaient sur des entreprises privées à des économies coloniales qui reposent sur des entreprises semi-publiques, puis des entreprises post-coloniales de type import-export. Et toute la problématique de la Martinique ou de la Guadeloupe, c'est l'import-export, c'est-à-dire que ce sont des îles où tout vient de l'extérieur. Et donc, pour organiser une famine en Martinique, ben, vous bloquez les trucs maritimes et voilà, et vous avez une famine en Martinique. C'est très simple. Si demain il y a une révolte, on peut couper court parce que ben, les gens sont encore, pour certains, alors pas tous évidemment, mais sur ce modèle de consommation-là, qui a été testé au niveau du continent africain, la dislocation des marchés, des économies africaines et les situations de monopole. Donc, Walter Rodney, il montre un peu tout ce mécanisme économique. Il montre aussi que la partie du monde qui est la plus balkanisée après l'Afrique, c'est la Caraïbe. C'est-à-dire que vous avez aussi dans la Caraïbe les Français, les Anglais, les Danois, les Espagnols, etc. Et c'est exactement la composition de la balkanisation que vous avez au niveau du continent africain. Et donc, du coup, il y a une vraie Afrique en miniature en termes de balkanisation, d'où le fait que la question panafricaine doit se poser au cœur du projet caribéen. Un autre élément important de Rodney, il a travaillé sur la comptabilité de la traite transatlantique. Alors, il faut savoir qu'au début, quand les premiers chiffres sont apparus, les gens disaient bon, il y a peut-être 8 ou 9 millions d'Africains qui ont été déportés, réduits en esclavage, etc. Bon, Rodney, lui, il a commencé en fait à toucher à certaines archives, notamment les archives de la Société des Jésuites, il a tenté les archives du Vatican, etc. Et il a vu que c'était bien plus compliqué que ça. Et donc, il a introduit ce débat sur la comptabilité de la traite transatlantique. Et de l'époque où on disait qu'il y avait 8 ou 9 millions de nos ancêtres déportés, aujourd'hui, on est déjà autour de 15, 16, 17 millions. Donc, on voit bien que cet élément de la comptabilité, il est lié à la question des réparations, parce que dans certaines jurisprudences qui sont tentées pour obtenir des réparations, on va par exemple se fonder sur le coût de dédommagement d'une victime d'un accident d'avion. C'est-à-dire que quand vous avez un crash d'avion, les assurances ont des codes, et quand vous êtes américain, vous n'êtes pas dédommagé de la même manière que si vous êtes mozambicain ou si vous êtes français. Et certains, en fait, se sont appuyés sur cette jurisprudence-là et sur les travaux de comptabilité de la traite pour chiffrer précisément ce que représenteraient dans l'économie d'aujourd'hui les déportations que l'Afrique a connues, sachant qu'on a les chiffres de ceux qui sont arrivés vivants dans les Amériques, donc on est autour de 15-16 millions, mais on estime qu'à chacune des étapes, il y a eu à peu près 5 à 6 pertes. Donc on est peut-être beaucoup plus près des 80-90 millions de bras que l'Afrique a perdus durant ces siècles-là. Et ce vidage de l'Afrique est à l'origine du fait que la colonisation que nous avons connue n'a duré que 80 ans. Elle a été plus courte que la colonisation de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, mais elle a été beaucoup plus impactante parce que le continent a été préalablement vidé de ses forces vives. On a rompu des mécanismes de transmission culturelle, les systèmes d'initiation, les systèmes éducatifs, les systèmes économiques, tout a été balayé. Alors ça s'est un peu reconstruit dans la Caraïbe, mais tout a été balayé. Et c'est ça qui l'amène à dire très clairement que, certes, il y a eu la traite des Arabes, etc., mais la vraie traite qui nous a déstructurés, qui est à l'origine de notre situation, c'est précisément la traite transatlantique, parce que c'est elle qui a mis en place tous les fondements du système de dépendance, de néo-esclavage dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est un travail qui a été publié en 1972, et le livre n'a été traduit qu'en 86, et aujourd'hui il est introuvable. Tout à l'heure, j'étais passé à la FNAC. Bon, à la FNAC, vous avez Cheikh Anta Diop à foison, vous n'avez aucun problème à trouver Cheikh Anta Diop, mais Walter Rodney, vous ne le trouverez pas, parce qu'il vaut mieux, pour ce système-là, mettre du Cheikh Anta Diop à la FNAC que du Walter Rodney, parce que Walter Rodney touche la question des réparations, ce que Cheikh Anta Diop ne touche pas. Mais dans le débat que j'ai eu avec d'autres me disent oui, mais Walter Rodney ne parle pas de l'Égypte, etc. J'ai eu des débats avec des gens, bon, je leur ai expliqué, en fait, on n'est pas sur les mêmes, les mêmes questions d'aliénation. La question de l'aliénation économique, elle est transversale, alors que la question de l'aliénation spirituelle,
elle est beaucoup plus localisée. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi on peut être spirituellement, comment dire, déconnecté, mais sur d'autres points, être capable de s'inscrire dans des traditions africaines. Alors que la question de l'aliénation économique, elle conditionne absolument tout notre mode de vie, notamment à l'occidental, et nos modes de consommation, etc. Donc c'est ce livre-là, vraiment, comment l'Europe a sous-développé l'Afrique, il est essentiel. Alors pour la petite anecdote, une fois j'avais discuté avec un camarade blanc qui était marié à une Africaine. Et il m'a dit, mais tu sais, moi, quand j'ai voulu demander ma femme en mariage, son père m'a dit, est-ce que tu as lu Walter Rodney? Il m'a dit, tu ne vas pas rentrer dans le truc si tu n'as pas lu Walter Rodney. Et donc, il a été obligé de lire Walter Rodney pour comprendre, pour que même s'il n'est pas de la communauté, etc., quand il rentre dans la famille, ben, il comprend que dans la famille, on ne blague pas avec cette question-là. Même si tu es dedans, voilà, tu fais partie de ceux qui sont responsables, coupables. Enfin, tu es descendant de cette charge-là. Et le problème, c'est que nous n'arrivons pas, ce n'est pas forcément le but, mais en tout cas, au contraire d'autres peuples qui arrivent à porter la charge morale sur les bourreaux, les descendants de bourreaux, mais nous n'arrivons pas à le faire parce que nous sous-estimons notre histoire, nous mésestimons notre histoire, nous disons que ce n'est pas important, que c'est du passé, etc. Vous voyez, le président Tshisekedi, il avait l'occasion d'imposer des réparations à la Belgique, il dit « ça c'est le passé, on va faire la réconciliation, etc. » Mais non, on ne peut pas, voilà, c'est pas possible, il faut qu'il y ait des réparations. Même pour ce qui se passe dans l'Est de la RDC, ben, c'est pas que réparer physiquement, il faut aussi des vraies politiques de réparation. Et Walter Rodney, c'est vraiment le cerveau, l'étude qui peut nous permettre de régler la quasi-totalité de ces questions-là. Donc, Oui. cherchez vraiment ce livre. Je suis en train de le taper. Effectivement, il est pas trouvable, mais j'en suis sûr que si on cherche bien, on peut arriver à se le procurer. On peut le trouver il y a des PDF qui circulent un peu de manière, comment dire, clandestine. Mais là, on travaille, je crois, sur un projet potentiel de réédition. Et hier, j'étais en Allemagne, il a été republié en allemand, les Allemands l'ont traduit. C'est des Noirs qui l'ont traduit, parce qu'eux travaillent aussi ces questions-là, quoi. Voilà, nous, nous avons, je pense, plus un problème. Nous avons, je pense, trop ce problème identitaire que d'autres n'ont pas, quoi. C'est-à-dire que en fait, ce problème identitaire nous rend confus par rapport à la question des réparations. Parce que l'autre argument que certains vont dire, c'est de dire oui, mais ce sont des Africains qui vous ont vendu, donc si vous devez réclamer des réparations, il faut le demander aux Africains. Bon, c'est pas ça, c'est un système mis en place par les Européens, par un système économique dont les Européens contrôlaient l'intégralité des différentes étapes. Et tout ce qui peut toucher les Africains, c'est des choses qui sont annexes. Voilà, on sait, ça a été établi que même dans le régime, comment dire, nazi, il y avait des personnes d'origine juive, mais c'est pas pour autant qu'on a dit, mais voilà, il y avait ici un juif, etc., qu'on a dit, ben, on va rien vous donner. C'est pas ça, c'est vraiment qui sont les instigateurs du système. Et donc, tout l'enjeu, c'est de dire que tout le monde a mis tout le monde en esclavage. Regardez les Arabes, ils ont fait pire, etc., tout ça, alors que c'est pas la question. Super. Les panélistes, est-ce que vous voulez rebondir sur ça avant qu'on termine le débat? Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que il y a toujours ce sujet que oui, les Noirs ont vendu les autres Noirs pour essayer de noyer le poisson un peu. Mais comme tu viens de dire, Hamzat, il ne faut pas oublier la tête pensante qui était juste au-dessus et qui menait la danse. Et ce n'était pas les Noirs qui faisaient ça, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on a une bulle papale qui valide ça après la charte du Mandé qui dit très bien qu'il n'y a pas d'esclavage chez nous. On a des textes, on a des documents, on a nos dirigeants qui ont résisté, qui ont dit nous, on ne veut pas de ça chez nous. Enfin, voilà, il y a quand même des éléments concrets et précis, quoi. Alors, je voudrais juste poser une petite question. Est-ce que Umoja, donc, dont tu… La Ligue panafricaine Umoja, ouais. Voilà, tu es à l'origine. Est-ce que ces questions-là, elles sont régulièrement travaillées et avec qui? Est-ce que tu as une équipe qui se mobilise pour justement
faire rappeler que c'est quand même la colonne vertébrale du combat. Et puis la deuxième question, c'est qu'il y a des instances tampons qui sont mises en place pour éviter quoi? Je me pose la question, une révolution, voilà. Et que ces instances qui sont mises en place, on peut les appeler comme des lieux de commémoration. C'est-à-dire qu'il y en a voilà, qui ont été jusque auprès des puissants et on dit, bon ben voilà, on aimerait commémorer, et ça je ne suis pas contre, hein, il faut éduquer, et que la commémoration suffit comme réparation. Alors, je voudrais juste t'entendre par rapport à ça, en sachant que le 27 mai, au Jardin du Luxembourg, il y a... En fait, la commémoration, c'est la réconciliation sans la réparation, quoi. C'est simplement ça. On commémore, voilà, ça a été horrible, la France a aboli l'esclavage, voilà, regardez, Mayotte, c'est la France qui a aboli l'esclavage, sinon les méchants Comoriens, les méchants Arabes, ils les mettraient encore en esclavage, etc. C'est un discours qui revient régulièrement. Excuse-moi de te couper, Hamza. J'ai envie de te dire aussi, c'est la même chose quand on parle d'abolition de l'esclavage dans les Caraïbes. À chaque fois, on sort ce visage. Victor Schœlcher, comme quoi c'est lui qui a aboli l'esclavage. C'est un peu toujours, ils veulent toujours garder le bon rôle et effacer les Noirs qui se sont battus ici contre ce crime. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse un petit peu aussi. En fait, ce qu'ils veulent effacer, on en revient au début de tout ça, c'est le fait que quand Napoléon arrive, il veut rétablir l'esclavage, il le rétablit en Guadeloupe et il se prend ensuite une branlée en Haïti. C'est ça qu'ils veulent masquer tout simplement. C'est pour ça qu'ils mettent vraiment l'accent sur l'abolition de 1848, qui est la deuxième abolition parce qu'entre-temps, l'esclavage avait été rétabli par Napoléon et qu'ils ne veulent pas parler du fait qu'après avoir tenté, enfin rétabli l'esclavage en Guadeloupe, et en Haïti, il a subi une défaite monumentale et qu'après, il y a la question des réparations. Donc, c'est ce volet-là, je pense, qui est sciemment effacé. Donc, de temps en temps, on va faire le saut de Toussaint l'ouverture à Victor Schœlcher et effacer tout ce qui s'est passé entre-temps. Et ça fait partie d'un narratif que la France utilise pour, en plus également de la loi Taubira, pour se faire un peu donneuse de leçons et de dire un peu, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, effectivement, quand les gars de la brigade anti-négrophobie se pointent, on leur dit, mais Coco, vous n'êtes pas invités, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Voilà, D'ailleurs, quand tu parles de la brigade anti-négrophobie, on vous invite à regarder notre précédent podcast qu'on a fait avec Franco Lolia. On vous met le lien sous la vidéo ou peut-être en notification. Donc, pensez à le regarder. C'est l'un des pères fondateurs de cette brigade. Donc, super, merci pour avoir introduit un. Voilà, et est-ce qu'on a une. Oui, on a une équipe, hein, c'est-à-dire que nous, on a un avocat à la LPU qui notamment a introduit d'autres avocats, parce que l'un des enjeux, c'est de poser cette question au niveau du tribunal de Paris. Voilà, c'est un peu l'un des projets plus ou moins connus, plus ou moins, voilà, dont on peut un peu parler, mais ça nécessite d'avoir suffisamment de plaignants parce que la justice n'est pas rendue de la même manière en Martinique qu'à Paris. Voilà, en Martinique, c'est une justice profondément coloniale, et ça date déjà de cette époque-là, c'est-à-dire que les tribunaux de Paris, de Bordeaux, de Nantes ou voilà, ne rendent pas la justice de la même manière. Il y a des traditions, parfois plus libérales, parfois plus restrictives, qui font jurisprudence. Et l'idée aussi est politique, c'est-à-dire que lorsque un procès est porté au niveau de Paris, donc la capitale, tout de suite, il y a une médiatisation plus grande. Alors que quand vous faites quelque chose à Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre, bon, ça n'intéresse personne parce que dans la pensée française, ces territoires-là sont des non-territoires et les populations qui se plaignent dans ces territoires-là sont des non-publics et sont souvent par essence coupables ou victimes
de leur, comment dire, de leur plein gré. Enfin, c'est-à-dire qu'on nous rejette parfois la responsabilité de notre propre situation. Et donc, on a une équipe qui travaille effectivement sur cette question, notamment avec Garcin Malsa et quelques autres mouvements. C'est inscrit également dans nos statuts, la question des réparations. On a régulièrement des activités où on essaie de l'aborder. On l'a inscrit aussi dans une partie de notre diplomatie, avec quelques autres organisations, pays à l'international. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on travaille. Mais vous comprenez que c'est des questions qui sont assez sensibles, qui sont assez techniques, qu'on ne peut pas non plus galvauder. C'est-à-dire qu'il faut effectivement ouvrir la question des réparations à un large public, mais sans tuer la question même. Si je prends un exemple, par exemple, la question du franc CFA, au départ, on disait oui, c'est que des économistes, etc. Mais c'est des économistes qui travaillaient vraiment le sujet et qui avaient vraiment un plan, un projet, des visions, etc. On a sorti le sujet dans les médias, c'est parti dans tous les sens. Et bon, aujourd'hui, je dirais que c'est un peu plus compliqué, je dirais, d'une part, avoir entre guillemets un effet de surprise et d'autre part, à avoir du travail vraiment sérieux sur cette question. Et la question des réparations, comme la question du franc CFA, bah, vous avez compris, c'est aussi des questions d'argent, de gros sous, et il faut faire vraiment attention à qui les incarne ou les prend en main, quoi. C'est un vrai problème. Alors, je voudrais juste 2 mots, hein, notre invité donc qui devait être avec nous et pour nous accompagner donc sur ce sujet-là avec Hamza Boukari, donc Yabara n'est pas là, c'est Garcin Malsa. Il faut savoir qu'il avait porté donc la question donc des réparations donc auprès de la Cour d'appel de Fort-de-France, qui a rendu donc le 18 janvier 2022, si je me trompe pas, 2021, oui, 2022. Elle a débouté donc de son appel. Donc, je pense que Garcin Malsa est sur un pourvoi en cassation pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il y avait aussi une deuxième affaire qui a été aussi rejetée, c'était sur les sépultures d'esclaves qui n'avaient pas reçu effectivement une consécration pour aller vers leur dernier voyage. Et le travail que tu mènes donc avec ton groupe est un travail qui est aussi risqué, puisque on peut très bien ne pas avoir de résultats. Il faut s'y attendre, hein. C'est un véritable combat. Il ne faut pas baisser la tête. Et voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Moi, j'ai envie de rebondir aussi sur le débat qu'on vient d'avoir aujourd'hui, et notamment sur cette notion de rien attendre de l'État. Et je me disais, alors peut-être que vous en connaissez, ça serait bien de le partager sur le site, sur notre chaîne YouTube Goûter Panafricain. Mais je pensais à créer un groupe tout simplement, déjà pour démarrer, un groupe, pourquoi pas sur Facebook, uniquement pour la communauté noire, de partage d'emploi, par exemple, ou de contacts. Par exemple, Hamza, tu as parlé d'avocats, de personnes qui sont haut placées dans la Ligue panafricaine du Modja. Mais par exemple, ne serait-ce que, moi, je sais que je suis dans le sport, donc au niveau du coaching sportif, on a des pages Facebook, par exemple, Emploi de la forme, où on a plein d'offres d'emploi pour les coachs sportifs. Mais pourquoi pas faire une page sur Internet, où je pensais au Goûter Panafricain, tout simplement, on pourrait l'appeler comme ça, avec simplement des échanges de bons plans. Par exemple, un Camerounais qui voudrait émigrer je ne sais pas, à Marseille ou à Bordeaux ou à Paris, eh ben, il y a un Parisien qui pourrait lui dire, bah, OK, bah, moi, je pourrais te louer l'appartement tel jour, au moins, tu sais où dormir, ou j'ai besoin d'un emploi, bah, tiens, je connais quelqu'un qui emploie telle personne qui a une offre d'emploi pour toi, je ne sais pas, dans un secteur. Enfin, s'entraider, sans passer par l'État, en fait, mais juste vraiment entre nous. Et commencer déjà par ça, par ce groupe communautaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'il en existe déjà, mais je pense qu'on voudrait le créer. Je pense que ça serait une bonne idée de le créer, ça. Oui, c'est pas mal. Oui. Pas, mais Hamza, bon. alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça ne servira strictement à rien,
parce que ce qu'il faut, c'est rejoindre des organisations, Ok. avoir des organisations solides qui vont devenir des institutions solides. C'est ça qu'il faut, quoi. En fait, il faut qu'on fasse. Il faut pas qu'on soit des groupes, il faut qu'on soit des blocs. Parce que quand vous cognez un bloc, c'est celui qui cogne qui se fait mal. Mais quand vous êtes un groupe, bah, le gars cogne, le groupe se disperse, ça part dans tous les sens, et c'est exactement comme ça que nous sommes. Nous ne sommes pas un bloc, nous sommes des groupes, nous créons des groupes, et puis voilà, ça ne tient pas, ça ne tient pas la route. Il faut vraiment qu'on se mette dans des logiques d'organisation, d'institutions, qui doivent être forcément intergénérationnelles, parce qu'on ne peut pas travailler que pour notre génération. Puis il y a les aînés aussi qui ont fait un certain travail. Donc préparer la relève à tous les niveaux. Moi, je ne vois que cette manière-là, je dirais, d'avancer, d'arriver à quelque chose. Après, sur la question de l'État, quand ils ont déposé les plaintes, hein, le MIR, il s'agissait quand même vraiment de déclarer la responsabilité de l'État français dans le préjudice infligé à la population de Martinique par la traite et l'esclavage. C'est-à-dire que si nous avons aujourd'hui des Martiniquais, africains de Martinique afro-descendants qui sont dans cette situation-là, bah, c'est bien parce que sur plusieurs générations, bah, il y a des bateaux qui les ont amenés là-bas. Et ces bateaux, bah, ils obéissaient à un pouvoir bien connu. euh, et donc, il y a une responsabilité de l'État français. Et deuxièmement, la démarche, c'était d'obliger l'État à lancer une expertise du préjudice des crimes pour qu'il y ait un droit de savoir et un droit de mémoire. Mais vous comprenez bien que ce qu'on veut imposer à l'État, par exemple lancer une expertise, pendant que l'État nous endort, ben, c'est à nous-mêmes de faire notre propre expertise. Voilà, moi je me souviens quand au niveau de la Kanaki, ils avaient les débats pour justement relancer les questions d'indépendance. Ils avaient demandé dans les négociations à l'État français de mettre en place leur propre commission indépendante, de choisir eux-mêmes qui ils voulaient pour faire ce travail-là. Et moi, j'avais été contacté, tout ça, mais évidemment, l'État français, comment dire, ne veut pas. Donc, il faut que nous ayons, à chaque fois qu'il y a une commission mise en place par l'État français, ben, notre propre commission à nous, qui travaille sur le même truc et qui, et après, on confronte les conclusions et on démasque la supercherie. C'est ça. Et ça, c'est la méthodologie aussi de Cheranta Diop. Il disait, voilà, moi, j'ai ma thèse. C'est la Sorbonne qui n'a pas réussi à trouver un jury devant lequel j'aurais défendu ma thèse. Donc, finalement, la faute, c'est pas Cheranta Diop, c'est la Sorbonne qui n'a pu réunir un jury pour évaluer les travaux de Cheranta Diop. Et pareil, le colloque du Caire, lui, il dit, ben moi, j'ai mes éléments, j'ai mes arguments, etc. Donc, il faut qu'on ait vraiment des démarches scientifiques dans ce que nous faisons, sinon ça va être un peu la foire, quoi. Et c'est des questions vraiment importantes et très intéressantes et très passionnantes, quoi. Puis on n'est pas seul, hein, il y a toute la Caraïbe, etc. Super. En tout cas, merci beaucoup. Alors, juste dire que ce que Ouais, vous ouais. Ouais, juste avant que je te laisse la parole à Shensouk, concernant le groupe, pourquoi je dis ça aussi? Parce que j'avais regardé une chaîne YouTube de Activist Chata. Je vous invite à regarder sa chaîne YouTube, hein, j'ai trouvé vraiment super, super intéressant. Et elle soulevait un débat qui était vraiment bien, c'était sur l'immigration qui se passe maintenant dans les Caraïbes. Alors, je voulais qu'on en parle un peu, mais là, ça va faire un peu long. Mais c'est un peu une nouvelle immigration où c'est, on va dire, les mots, hein, ce sont les Blancs maintenant de la France hexagonale qui viennent maintenant en Martinique, en Guadeloupe, qui arrivent à trouver des emplois facilement, des logements facilement, qui ont tous les contacts qu'il faut pour vite s'établir. Et ça passait par des groupes sur Internet, des groupes sur les réseaux sociaux, des groupes spécialisés, où ils sont entre eux un petit peu et ils arrivent à très vite s'établir sur les Caraïbes. Et je me disais, eux, c'est très bien, ils le font, ils s'organisent, il faut une communauté, ça va très très vite. Bah, c'est vrai qu'elle soulevait un peu le débat, elle disait que c'est vrai que nous, de notre côté de la communauté, c'est moins systématique, on n'a pas créé ce genre de groupe en fait d'entraide entre nous. Par exemple, pour des Africains qui voudraient arriver en Europe ou des Noirs qui voudraient retourner, par exemple, aux Caraïbes, bah, ils doivent tout chercher par eux-mêmes, c'est moins fluide, c'est moins rapide. Et je me dis, bah, ouais, pourquoi pas créer tout simplement des groupes d'entraide, ça se met en place rapidement et ça peut aussi aider, en fait.
En plus de, bien sûr, des gros blocs, comme tu disais, Hamzat, qui sont bien organisés. Hein. Bien sûr, ça peut être, c'est toujours important. Hachem-Soud, oui, tu voulais terminer, on va vite finir le débat, ça fait maintenant 1h20 et merci encore. Ouais, tu voulais dire? Oui, je voulais juste, c'est juste Rapidement, ouais. une petite intervention. C'est-à-dire que lorsque l'on parle donc aujourd'hui donc de la situation qui est la nôtre, hein, de confronter donc à la discrimination pour beaucoup, à l'emploi, au logement, à des questions aussi pour au niveau psychique pour certains et au niveau financier, au niveau du racisme, etc. Hein, je vais pas revenir là-dessus. C'est on a cité Cheikh Anta Diop et on aime beaucoup citer Cheikh Anta Diop. Et citer Cheikh Anta Diop, c'est un homme qui a pris le contre-pied des idées dominantes. C'est-à-dire que il allait à contre-courant de tout ce qui pouvait exister jusqu'à présent parce qu'il avait un autre regard. C'est-à-dire que il a vu la réalité pas avec les lunettes qu'on lui a mises sur le nez, mais avec son propre imaginaire. Et je pense que pour ouvrir des nouvelles portes, il faut aller dans notre imaginaire. C'est-à-dire que il faut repenser nos outils. Et repenser nos outils, ça suppose de se remettre en question. Et se remettre en question, c'est avoir cette humilité de dire jusqu'à quelle limite ce que j'ai appris et ce que je sais ne me permet plus de voir. Et lorsque l'on est confronté à ça, à cette épistémée, c'est-à-dire les questions donc d'épistémologie, c'est-à-dire comment est-ce que je vais créer de la connaissance, à ce moment-là, on se met en danger. Et se mettre en danger, c'est ne plus être tout le temps avec le même partenaire au niveau de l'altérité. C'est-à-dire se regarder toujours dans le même regard donc des Européens, de se regarder aussi dans le regard des Asiatiques, de se regarder autrement à travers d'autres altérités. Ok, exactement, se recentrer sur soi-même. Bon, ben, merci beaucoup, Hamzat, hein, d'avoir participé à notre débat. Merci à vous, les panélistes. On vous laisse, bien sûr, hein, c'est le débat Goûter panafricain, on vous laisse nous laisser des commentaires. Hamzat, on peut te retrouver sur quoi, sur quelle plateforme? C'est quoi tes prochaines actualités avant qu'on conclue le débat? Bon, les prochaines actualités, en fait, on peut suivre ce que je fais sur Instagram, sur Facebook, sur des pages aussi de la Ligue panafricaine Umoja, notamment la section France, puis sur Twitter. Hein, voilà, il y aurait pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses prévues, il y a tout le temps des choses à faire, quoi. Ouais, comme tu me disais en aparté, tu es là avec nous ici sur le plateau, mais demain tu pars déjà sur un autre pays, donc tu fais que de bouger en ce moment. Et tu as pris le temps pour intervenir sur Goûter panafricain. Donc merci encore à toi, hein. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et merci à vous les panélistes. Et pensez donc à vous abonner, à liker le podcast si vous avez aimé, laissez vos commentaires et pensez à suivre Hamzat Boukari Yabara sur ses travaux, sur ses ouvrages. Procurez-vous son livre. Il en a écrit plein, mais moi, mon préféré, celui qui m'a vraiment mis une claque, c'est Africa Unite. Vraiment, il faut vraiment vous le procurer, celui-là. C'est un travail extraordinaire. Et l'ouvrage aussi de Walter René, comme tu disais, il faut arriver à le trouver et le traduire. Celui-là aussi, il est très important. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Et passez une belle soirée et à la prochaine sur Goûter panafricain. Ok. Salut.